Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur VFC Corporation ou bien VF Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, VFC, on en a parlé plusieurs fois. Je pense que vous connaissez également les problèmes de VFC ici. On va faire simple. Ici, c'est une entreprise ici qui a plusieurs marques en son sein, notamment Timberland, Vans, Dickies et The North Face. Donc, Timberland au ralenti. La marque Vans également au ralenti présentement. On a également The North Face, ça va, ça essaye d'aller, mais les coûts d'exploitation sont toujours assez élevés en date d'aujourd'hui. Donc, autant le dire, l'entreprise traverse à peu près une mauvaise passe en date d'aujourd'hui. Et encore, elle a changé de PDG dernièrement. Donc, il faut voir que nous sommes à peu près sur une situation assez délicate. En supplément de ça, il y a un certain niveau d'endettement. Elle a fait l'acquisition ici, notamment de Supreme, si je ne me trompe pas, à des prix vraiment, je m'interroge toujours sur le bien fondé de l'acquisition de cette compagnie-là. Bref, remarquez ici que voilà, c'est une compagnie à peu près qui a tendance ici à croire que par acquisition, mais on remarque ici que les acquisitions qui ont été faites entre 2011 et entre 2011 et 2021, ça n'a presque rien produit du tout. Donc il y a de fortes chances qu'on ait peut-être gâché de la valeur ici, ou bien détruit de la valeur ici pour les actionnaires. D'accord, c'est bien de faire des acquisitions ici, mais il faut faire des acquisitions pour des entités ici qui nous permettent à peu près de maximiser le retour sur investissement ici des capitaux. Ok, donc il faut également voir qu'on arrive dans une période où, même pas qu'on arrive, depuis l'avènement d'Internet, il est de plus en plus compliqué de bâtir des marques fortes. Enfin, de plus en plus facile pour les marques émergentes d'arriver, de se frotter aux grosses marques comme Nike, Adidas, etc. On a vu par exemple Gymshark qui est arrivé, on a eu Under Armour qui est arrivé, on a également des entreprises comme Skechers maintenant qui fait comment on appelle encore ça, qui fait maintenant des godasses pour le football. Je ne savais même pas que c'était possible ça. Bref, c'est possible. Mais voilà, donc c'est de plus en plus facile. Parce que le marketing ici, pour atteindre à peu près le consommateur final, ça devient ça devient de plus en plus accessible à tout le monde, d'accord? Il suffit juste, voilà, marketing, vous pouvez passer par des influenceurs, vous pouvez passer par Facebook, Instagram. Bref, ça devient de plus en plus facile. Alors qu'avant, on devait passer par la radio, la télévision, ou bien les panneaux publicitaires, les journaux. C'était, voilà, ça coûtait un tout petit peu plus cher, d'accord? Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais voilà, vous comprenez que ça devient de plus en plus accessible aujourd'hui. Donc, quand on a VFC Corporation, c'est bien de voir des marques comme Timberland, mais est-ce que Timberland a un pricing power? Ils en ont certainement, mais est-ce que Timberland reste toujours attractif pour le consommateur final? Je n'en sais rien du tout, je ne suis pas un client de Timberland. Donc, il faut faire attention ici, donc je ne pourrais pas vous donner un avis vraiment correct à ce niveau-ci. Bref, quand je recheck le revenu de cette compagnie-ci, ce qui m'intéresse avant tout, c'est une entreprise qui peut avoir des revenus, des marges stables. Ici, on a quoi? Croissance de revenus, stabilité de revenus. Encore, on voit ici que malgré le fait qu'on ait fait des acquisitions, ça n'a presque rien changé. La pandémie également est passée par là. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que les marges brutes sont à peu près stables? Sur des entreprises pareilles, je veux des marges brutes stables. Là, on a des marges brutes croissantes même. Donc, j'aime ça. Ça démontre ici qu'on pourrait avoir un certain pricing power. OK? Donc, c'est bien d'avoir des marges brutes croissantes. Il faut également comparer ça avec des marges EBITDA. Ici, si les marges EBITDA vont dans le même sens. Marge EBITDA, marge net, marge de free cash flow également. OK? Donc, EBITDA ici, qu'est-ce qu'on a en termes de marge EBITDA? On observe ici une stabilité des marges EBITDA plutôt. Donc, l'augmentation des prix, c'est bien, mais les dépenses opérationnelles ont augmenté. Pourquoi? Dans les dépenses opérationnelles, maintenant, il y a les coûts variables, les coûts fixes. Il faut aller vérifier ici pourquoi est-ce que les dépenses opérationnelles ont augmenté. Parce que le fait que les marges brutes augmentent ici, on n'a presque rien vu ici. Enfin, quand je dis qu'on n'a presque rien vu, il faudrait toujours aller vérifier ça ici. En termes de marge nette, qu'est-ce qu'on obtient ici? Est-ce qu'on a quelque chose d'à peu près... Voilà, on n'a presque rien vu au niveau des marges nettes. Rien du tout. D'accord? On a plutôt une stabilité des marges nettes ici. OK? Donc, le pricing power n'est pas descendu au niveau des bénéfices nets. Bref, on continue. Maintenant, en termes de net income et free cash flow, on essaie de voir si les deux parlent le même langage. Net income, free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage ici? On met ça sur le même graphique. On constate quoi? Voilà, on a tendance à parler le même langage ici. Même si les derniers mois ici, on constate que c'est de plus en plus difficile, mais ça peut être une période passagère. OK? Donc, ici, nous avons un business en date d'aujourd'hui, d'accord, qui rapporte à peu près 116 millions. En moyenne, d'accord, on est à peu près aux alentours de 1 milliard par là, en moyenne quand tout va bien. D'accord, donc en termes d'estimation ici, les analystes s'attendent à quoi pour les marges futures ici, enfin les net income futurs ici, qu'est-ce qu'on a? Ça reste ici une estimation. Et toujours aller vérifier s'ils ont tendance à avoir raison ici. Bon, vous constatez ici que 60% du temps, ils ont raison.
D'accord? Donc, 40%, c'est un peu difficile. C'est normal, c'est la consommation discrétionnaire. En période difficile, ça devient un peu compliqué. Ah, voilà. C'est difficile parfois de faire des prévisions avec ce genre de business-ci. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte ici. Notamment ici, voilà, les goûts des consommateurs, ça peut prendre, c'est quelque chose de fluctuant. On peut avoir tendance ici à apprécier une marque par rapport à une autre en particulier sur une période déterminée, tout simplement parce qu'on a vu peut-être ça dans un film ou des choses comme ça. Bref, il faut faire attention, il y a beaucoup d'effets de mode qui peuvent également rentrer à l'intérieur. En tout cas, je reviens ici sur les free cash, les net income ici en termes de prévision. On s'attend à quoi? On s'attend à peu près à revenir aux alentours d'1 milliard d'ici 2026-2027. J'en sais rien, d'accord, mais voilà, ce sont les prévisions qu'on a ici. En termes de marge nette, ici, vous constatez qu'on a des marges, on s'attend à des marges nettes de 9% par là, donc 8, entre eux, voilà, on va osciller entre 7 et 9%. Donc, d'habitude, ici, en moyenne, on avait combien? Il faut déjà aller regarder ça ici, donc, histoire de voir si on revient à une certaine moyenne. Donc, je prends les marges brutes ici, marge nette ici, ajustées, d'accord, donc, normalize, donc, attendez, margin, voilà. Ok, donc on a tendance à être aux alentours de combien? Les marges nettes ajustées, ça prend vraiment en considération ici les éléments exceptionnels. Donc on sera plutôt aux alentours des 7 à 8% par là. Ok, donc les marges nettes ici des analyses sont très optimistes. Ok, il faut faire attention. Donc maintenant, pour ce business-ci, qu'est-ce qu'on va faire? En termes d'évaluation, c'est un business qui va chercher entre 10 et 15 fois les bénéfices, aux alentours de 15 fois les bénéfices. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de croissance ici, on est dans une période difficile, donc il sera difficile de payer plus de 15 fois les bénéfices. La dette nette ici sur EBITDA est aux alentours de combien? On a une dette nette sur EBITDA ici aux alentours de 3,9, drastiquement augmentée par rapport à la moyenne qu'on a souvent ici. Donc, elle est de plus en plus endettée. Je n'aime pas ça. La dette nette ici est de combien? C'est un business qui peut produire entre 800 et 1 milliard ici en termes de bénéfices nets. Elle a près de 7 milliards de dette nette ici. Donc, c'est-à-dire que ça va nous prendre à peu près une dizaine d'années pour rembourser la dette avec uniquement les free cash flow. J'espère bien que présentement, on ne gaspille pas l'argent ailleurs. Donc, notamment, si on paie un dividende, des choses comme ça. Il me semble qu'elle a réduit son dividende, ce qui est une bonne décision. Est-ce que le nombre d'actions a tendance à augmenter ou diminuer ici? Ils ont tendance à racheter massivement les actions. OK, donc ici, priorité remboursement de la dette, c'est ce que je veux voir. Vérifiez également ici l'inventaire, donc notamment avec le DCL outstanding. Vérifiez également ici la distribution. Où est-ce qu'elle vend généralement? Comment est-ce qu'elle vend ses produits? Est-ce que directement au consommateur? Donc, est-ce qu'elle a ses propres magasins ou bien elle passe par des distributeurs ici comme Amazon, comme Macy's, comme Food Lockers? Donc, il faut aller vérifier le réseau de distribution. C'est très important. OK, c'est bien d'avoir un produit exceptionnel, mais si vous ne savez pas, si vous n'avez pas un bon réseau de distribution, c'est pas bon du tout. Donc, vérifiez également l'inventaire. D'accord? Donc, alors, en termes de valorisation, ça va donner quoi ici? C'est un business, je ne serais pas, je n'ai pas envie de payer plus que 15 fois les bénéfices pour cette entreprise-ci, en prenant en considération la dette, bien sûr. Donc, price to earning ici, en moyenne, le marché paye généralement combien? On va checker ça. La médiane est de combien? Sur les dernières années, 13 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on a à peu près aux alentours de 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on a à peu près aux alentours de 25 fois les bénéfices. Donc, vous comprenez que vous comprenez que ce serait mieux ici de prendre généralement ici le next 12 months. Donc, quand on regarde sur une longue période de temps, 15 fois les bénéfices, c'est ce que j'aimerais payer. Je ne paye pas 20 fois les bénéfices ici. Il n'y a pas une grande croissance. Période difficile. D'accord? Je n'ai pas envie de payer 20 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices. OK? So, si on prend ça à 15 fois les bénéfices ici plus la dette, admettons que les bénéfices nets attendus en 2026 se réalisent. C'est ce qui reviendrait ça revient ici à la normale ici de 2014. Donc, on était au plus haut ici 2,90 $, des choses comme ça en moyenne. Donc, ici, on sera juste à 2,70 $. Et encore, faites attention, ils ont tendance ici à avoir raison ici 2/3 du temps. OK? Donc, 2,70 $, 15 fois les bénéfices. Ça donne combien? 40 $. Moi, la dette nette. Dette nette de combien en date d'aujourd'hui? On va vérifier ça. OK. On a une dette nette aux alentours de combien? 18 $, d'accord, 18,19 $, donc je vais mettre ici moins 18,2, ça donne ici à peu près une valorisation aux alentours de 22 $ l'action, ok? So, normalement, en prenant en considération la dette, je ne voudrais pas payer plus de 22 $ l'action ici. Donc, au prix actuel, ça reste intéressant. Mais attention, vous savez ce que ça implique. N'oubliez pas. Donc, il faut faire confiance au management. Il faut regarder la stratégie derrière si elle vous parle. D'accord? Regardez le réseau de distribution. Regardez également l'inventaire. C'est important d'aller regarder ici. OK? Donc, regardez également tout ce qui concerne ici le prix et la réduction des coûts. OK? So, si on prend également en considération le fait que, voilà, le dividende actuellement ici, est-ce qu'il est safe? Ils ont réduit le dividende. Il y a de fortes chances qu'il soit safe ici. Ils vont payer à peu près 1,20 $ ici pour les années à venir. Tant mieux. OK? Donc, avant ça, c'était un niveau assez élevé selon moi. OK? So, maintenant,
Le fait de réduire le dividende, c'est bien, surtout également parce qu'on a de la dette ici. Donc, priorité également au remboursement de la dette. Si cette compagnie, si t'intéresse, regarde le remboursement de la dette. D'accord? Qu'est-ce que le management mentionne par rapport à ça? OK? La réduction des coûts également, c'est important. L'inventaire également, c'est important. OK? So, également, on pourrait essayer de voir à combien ça peut s'échanger à 20 fois à 10 fois les bénéfices. Donc, on sera à une valorisation entre 22 et 27 dollars l'action. OK? Ça reste parce que la valorisation n'est jamais un chiffre rond ici. Ça reste, on prend toujours ici un intervalle de valeur dépendamment des hypothèses. OK? Ça revient également à dire ceci. Si nous avons une entreprise ici qui peut te reverser 2,70 $ d'ici 2026 par rapport au prix actuel, disons 20 $, tu as à peu près un rendement sur coût de 13%. C'est bien beau d'avoir les gros rendements sur coût d'acquisition ici, mais dites-vous que l'estimation ici peut changer. OK? On peut le voir ici. Forecast Calculator, vous pouvez voir ici. Avant, ça tournait à 3 $. Là, c'est 2,70 $. Donc, c'est de plus en plus, on est de plus en plus pessimiste. Et on peut également voir ici, et tout simplement, ça peut également être dû à la période actuelle. D'accord? Donc, on peut également voir cette période ici. Vous voyez que l'estimation change. En janvier 2022, on s'attendait à peu près à 5,58 $. OK? En 2022. Et aujourd'hui, on s'attend plutôt aux alentours de 2 $ pour 2022. Enfin, on a plutôt eu combien en 2022? On a eu combien 2022 ici? On va prendre ça. En 2022 ici, on a plutôt eu 3,18 $. Donc faites attention. OK? Donc l'estimation ici en période difficile aura tendance à diminuer de plus en plus. Mais ça peut également être dû à la conjoncture parce que qu'est-ce qui pousse les gens à consommer les produits pareils? C'est important à les regarder. OK? Donc aujourd'hui, c'est 3,50 $ pour 2023. Ça peut également ça peut descendre jusqu'à 2 $. Je n'en sais rien du tout. OK? Donc il faut faire attention, déjà comprendre quel est le problème principal ici. Est-ce que c'est parce que nos produits ne sont pas attractifs ou des choses comme ça? Donc, ce genre de business-ci, il est légèrement préférable de privilégier uniquement les entreprises qui ont un pricing power, surtout dans le secteur ici de la consommation défensive. Donc, les marques ici, Timberland est une marque forte, North Face est une marque forte, Vans également, mais voilà. Faites attention à ne pas payer des multiples assez exceptionnels. Le prix actuel est intéressant, mais voilà, pour moi, je préfère rester à l'écart de ce type de compagnie-ci. D'accord? Si elle vous intéresse, prenez généralement des paniers d'actions ou des choses comme ça. OK? Parce que le prix pourrait continuer à baisser si la situation économique continue à se détériorer. Donc, moi, ici, la priorité, c'est le remboursement de la dette. Priorité. OK? On voit également ici que c'est une entreprise qui a tendance à avoir des bénéfices nets assez stables dans le temps. OK? Donc, on peut se dire que peut-être qu'ici, le management arrive à bien gérer les choses. Bref. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. OK? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.